Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Renforcer l'attractivité financière de la place de Paris. Ça va passer par une loi. La proposition de loi sur l'attractivité financière est examinée à partir d'aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. On est avec son rapporteur Alexandre Holroyd. Bonjour, vous êtes le député Renaissance des Français établis hors de France. Il y a 14 articles, dont le principal quand même, c'est celui sur la question des droits de vote. On va arrêter avec ce principe, si la loi passe, une action, une voix. L'objectif, c'est que tous ceux qui rentrent au capital ne diluent pas celui qui portait le projet d'entreprise au départ. On pourra aller même jusqu'à 25 droits de vote par action, ce qui est énorme. Ça changera tout sur la vision de la place de Paris. Alors c'est une loi qui, à mon sens, est essentielle pour deux raisons. Elle a vocation d'abord, évidemment, à renforcer l'attractivité de la place de Paris, mais l'objectif principal, c'est d'améliorer le financement de nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a un immense problème de financement de nos entreprises en Europe. Et elle s'inscrit dans le mouvement qui est aussi en place. Le président de la République et le ministre de l'économie ont annoncé de mettre le paquet sur l'union des marchés des capitaux en Europe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit entre les États-Unis et l'Europe, c'est un fossé immense qui se creuse entre les capacités de financement de nos entreprises. Juste pour vous donner un exemple, une illustration, la première boîte ou une des premières boîtes cotées aux États-Unis, elle a plus, Microsoft disons, elle a plus de valorisation que l'ensemble du CAC 40 mis ensemble. Oui, mais ça vous changerez rien avec votre loi. C'est dire l'équilibre. Il y a des dispositions qui sont sur les SA. Donc il y a plusieurs dispositions sur les SA. C'est dire l'immense gap qui existe maintenant entre les États-Unis et l'Europe. Mais pardonnez-moi, le problème, c'est pas ça, parce que vous n'arriverez pas à mobiliser des centaines ou des milliers de milliards de dollars sur des entreprises françaises dans la tech, par exemple. En revanche, le problème, c'est qu'on voit beaucoup, on les reçoit tous les jours sur ce plateau sur 45, beaucoup de French Tech, beaucoup de startups qui finissent par aller aux États-Unis pour ce côté, pour trouver des fonds d'investissement américains. C'est là où il faut agir. Et là, je ne partage pas tout à fait votre avis, parce que je pense qu'on peut y arriver. La grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que en Europe, on a tendance à se financer par des bancaires. Ils ont des fonds de pension. Et aux États-Unis, on a tendance à se financer par des marchés. C'est-à-dire qu'on met en contact de la façon la plus rapide l'épargne en fait des Américains, l'épargne du monde et les besoins de financement des entreprises. Et nous, il faut qu'on arrive à réussir ce pari de mettre en relation l'épargne abondante des Français avec les besoins abondants, très abondants, colossaux, les besoins de financement des entreprises. Cette proposition de loi, elle prend certaines dispositions qui ont vocation à rendre ça plus facile, dont cette proposition qui est l'article 1, qui permet des droits de vote multiples. Alors attention, elle autorise les droits de vote multiples dans un cadre bien défini, notamment dans l'optique d'une cote, c'est-à-dire de l'entrée sur les marchés financiers, et elle les autorise jusqu'à 25 ans. Mais après, chaque entreprise, 25 fois, mais chaque entreprise après devra faire son propre choix. Et évidemment, il faut quand même prendre en compte que les investisseurs, ils regardent ça avant d'investir. Donc si une entreprise veut se coter avec un action droit de vote à 1,25, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 4% de l'entreprise et contrôler toute l'entreprise, il faudra trouver des investisseurs qui veulent investir dans ces conditions. Donc, c'est une liberté potentielle, mais on en parlait juste avant. Il faut prendre en considération que certaines places, Amsterdam, New York, ne réglementent pas, ne donnent pas de plafond. Elles disent, les investisseurs et les entrepreneurs, ils se mettent d'accord. C'est pas à nous de décider combien d'actions, combien de votes. Chacun fait son marché, chacun fait sa décision, et puis après, ils choisissent et ils investissent. Mais ça, c'est surtout pour attirer les boîtes. C'est pas pour flécher l'épargne des Français vers ces entreprises-là. Ça n'a pas aidé à la profondeur de marché. C'est pour apporter des boîtes pour qu'elles se cotent à Paris. Et à Paris, que l'épargne des Français retrouve les besoins des entreprises françaises ou européennes qui viendraient se coter à Paris. Pareil pour les fonds. Il y a un article 2 qui a vocation à accompagner pendant plus longtemps avec des fonds de capital risque les boîtes qui se cotent. C'est précisément à nouveau pour essayer de mettre en contact cette épargne abondante avec ses besoins de financement abondants. C'est très intéressant ce que vous dites, on est d'accord avec vous, sauf qu'il n'y a rien quand même concrètement dans votre proposition de loi pour justement traiter ce problème, c'est-à-dire comment on fait en sorte, ce que disait Laure, que l'épargne des Français aille au financement des entreprises. Non, alors je pense qu'il faut être très modeste quand on est parlementaire. Ma proposition de loi, elle essaye d'amener des éléments de réponse à certaines parties de ce problème, en créant par exemple la cote ici. Si votre boîte elle va se coter aux États-Unis, vous allez avoir du mal à mettre en contact les deux, ça c'est sûr. Par contre, il faut qu'elle se cote en France, il faut qu'elle se cote en Europe. Donc déjà, c'était un premier pas. Le début. Ça s'inscrit dans une réforme d'ensemble qui est essentielle pour notre économie, qui est l'union des marchés des capitaux. Et l'union des marchés des capitaux, c'est quoi ? C'est de réussir à mettre l'épargne européenne au service du financement de l'économie européenne. Et nos besoins de financement, que ce soit pour la transition écologique, que ce soit pour la transformation numérique, que ce soit pour le grand âge, ils sont
monumentaux et ils sont à prendre en compte évidemment dans le contexte de finances publiques qui sont plus contraintes pour tout le monde et du coup où le privé va devoir porter une part très importante de ses besoins de financement. Il y avait une mesure phare qui a été demandée par les banques américaines, c'est la question des traders et de la rémunération avec un plafonnement en cas d'indemnité prud'homale. Ça ne reviendra pas par la fenêtre, ça, c'est enterré. Alors, le débat parlementaire, moi je ne peux pas préjuger de ce qui sortira du débat parlementaire. Moi je pense que c'est une mesure intéressante, donc j'y réfléchis. Je vous le dis très franchement, j'y réfléchis. Je pense que c'est une mesure très importante. On a un modèle social qui est prévu pour protéger de façon très très adéquate la majorité des travailleurs. Après, il y a un sous-secteur du monde de la finance où on a des rémunérations qui sont très décorrélées de l'industrie normale, avec une structure très décorrélée de l'industrie normale, beaucoup de parts variables, etc. Et la contrepartie de ces rémunérations, c'est un caractère cyclique de l'emploi. C'est ce qui se passe dans toutes les grandes places du monde. Est-ce qu'il faut réfléchir à l'application de notre modèle social dans ce cadre-là? Oui. Après, est-ce que c'est absolument essentiel, primordial? Et non. Donc, on va y retravailler pendant le débat parlementaire. Une dernière question, Alexandre Holroyd, parce qu'il y a des voix dissonantes dans la majorité présidentielle sur le fait est-ce qu'il faut ou pas augmenter les impôts. Chaque député va devoir répondre à la question, on vous la pose. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Non. Enfin, je veux dire, il faut être lucide. Faut être lucide. Ça fait 50 ans qu'on a une recette très claire qui consiste à augmenter les dépenses, puis après augmenter les impôts pour essayer d'avoir de compenser l'augmentation des dépenses. Ça fait 50 ans que ça ne marche pas. Vous savez, moi, je suis député des Français à l'étranger et je suis député des Français qui habitent en Europe du Nord. J'ai dans ma circonscription les pays les plus protecteurs et les plus sociaux du monde. Ils ont des dettes qui sont aux alentours de 60% ou en dessous. Donc, on arrive à avoir un modèle social très protecteur avec un niveau de dette beaucoup plus à l'équilibre. Donc il faut être très clair, il ne faut pas refaire la même erreur qui est faite depuis 1974 maintenant. Il faut admettre qu'on doit maîtriser nos dépenses publiques et l'augmentation d'impôts, c'est juste la fuite en avant. Vous êtes dans le camp de Bruno Le Maire. Oui, bon, c'est pas très étonnant quand on est député Renaissance. Mais on peut avoir des erreurs, c'est vrai. Il y a plein de députés qui veulent augmenter les impôts. Il commence à y avoir de sacrés frondeurs.